Je crois, Dimitri Casali, aujourd'hui, vous allez nous parler de la première féministe euh, qui s'appelle comment, Philippe Arlin? Est-ce que vous avez une idée? Je suis sûr que si. Je suis sûr que vous la connaissez. Alors ça dépend jusqu'où on remonte, mais il y a Olympe de Gouges au moment de la Révolution française. Eh oui, Bravo, ben oui. Voilà. bingo. Bah oui. Bon, il y en a eu d'autres avant. Hein. Ah Après, bon, qui ça? mais il y a même eu des reines de France qui ont quitté leur mari parce que il abusait un peu trop d'elles, qui se sont réfugiées dans un couvent. Mais je trouve que c'était déjà un acte profondément féministe. Elle est devenue Sainte Radegonde et elle est bien connue à Poitiers. C'est pour ça que je parle d'elle. Et de refuser, de répudier son mari, de renoncer au trône pour aller se retirer dans un monastère, c'était de la part d'une femme à cette époque quelque chose d'extrêmement courageux. Même si c'était au nom de la religion, c'était aussi une manière de refuser un comportement déplacé de son époux, et elle a préféré le Seigneur à la couche de son Seigneur. Donc C'est vrai, c'est bien. voilà. Bon. Et puis il y a Lilith, hein, bien avant Oui, Ève, oui, oui, n'est-ce il pas? y en a toujours eu, heureusement d'ailleurs. On va Bon, en parler tout cas, d'Olympe. Dimitri Casali, vous allez nous parler d'Olympe de Gouges. Oui, parce que donc cette grande égérie du mouvement féministe dès la Révolution, en fait, un mystère autour d'elle. Il y a une question qui se pose: était-elle aussi une courtisane, une travailleuse du sexe? Et ça, c'est vraiment intéressant Ah oui. parce que justement, même si le terme féminisme n'apparaît qu'en 1837, on la considère, elle est considérée partout en France, mais à travers le monde, comme une des premières féministes officielles, hein, puisque elle Alors considère que pourquoi les le femmes. terme, excusez-moi, je vous coupe, Dimitri Casali, mais moi ça m'intéresse, je suis sûre que ça intéresse d'autres femmes. Pourquoi le terme féministe n'apparaît qu'en 1837? C'est grâce à qui, Eh bien, grâce à quoi? Eh bien justement, grâce à ce mouvement qui revendique la liberté de la femme et l'amélioration de sa condition sur le plan civil, social et économique, n'apparaît véritablement qu'avec la Révolution française et va se développer ensuite dans la première moitié du 19e siècle. Et l'apparition du terme en 1837 devient absolument officielle. Mais c'est vrai que ça s'est fait très très tardivement, même si à travers l'histoire, il y a des périodes de l'histoire où les femmes ont eu plus de droits que d'autres. Mais c'est l'aboutissement d'un processus. Le XVIIIe siècle est important, c'est un siècle charnière, c'est le siècle, on en a beaucoup parlé avec vous, chère Brigitte, du libertinage. Et c'est vrai que ça a dû Oui. quand même faire avancer les choses. Et donc, Olympe de Gouges, j'ai assisté aussi de Théroigne de Méricourt et d'autres, Madame Roland, il y a plein de femmes, Madame Geoffrin, etc., qui vont faire avancer les idées du féminisme. Et surtout, c'est une femme de lettres, donc elle manie très très bien l'écriture. Elle a écrit de nombreux romans, de nombreuses pièces, et aussi ce qui est mystérieux et intéressant, c'est elle acquiert une réputation de courtisane de luxe, adepte de l'amour libre, et se fait entretenir par les hommes à une époque où la femme libérée est automatiquement assimilée à une prostituée. Hein. On est en 1789, elle vient d'un milieu très très pauvre, elle vient de Montauban où son père était boucher, et elle est sans doute aussi la fille naturelle d'un marquis, le marquis Lefranc de Pompignan, un riche aristocrate et poète talentueux, mais elle épouse à 17 ans un homme grossier et inculte, boucher aussi de son état, et de 30 ans son aîné. Donc lorsqu'il décède 2 ans plus tard, elle s'évade littéralement, elle part à Paris où elle s'installe, et là elle rêve de célébrité, elle prend un pseudonyme à l'époque, puisque ce n'est pas son vrai nom, Olympe de Gouges, hein, elle s'appelle Marie Gouze. Et comme la loi C'est moins beau, française, oui. ouais, la loi française interdit à une femme écrivain de publier un ouvrage sans le consentement de son époux, elle ne se remariera jamais. Elle veut conserver cette liberté de publication. Donc elle est très belle, hein, c'est une très très belle brune, aux cheveux bouclés, amusante, sensuelle, spirituelle, gironde, la taille admirablement bien faite. Donc elle a beaucoup de succès et elle prend des amants, beaucoup d'amants, et en particulier un haut fonctionnaire de la marine qu'elle refuse d'épouser, mais qui devient son protecteur et qui est richissime. Et grâce à elle,
elle va mener grand train de vie, elle fréquente les salons, s'entoure d'hommes de lettres, leur laisse croire que tout est possible, elle les allume un peu, elle est aguicheuse, par exemple, c'est amusant, elle porte une petite mouche sur le bord de la bouche, que l'on surnomme la baiseuse. Donc elle est très, très coquine, et elle se lance dans cette carrière littéraire, mais vient s'installer 270 rue Saint-Honoré, c'est-à-dire juste à côté du Palais Royal. Et ça, c'est important. Je vais vous l'expliquer avant. Donc la révolution éclate. Elle s'engage tout de suite sur le plan politique. Elle bombarde les députés de textes, et son texte originel le plus important que l'on apprend à l'école désormais en classe de 4e, c'est cette fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, véritable manifeste du féminisme, et elle prend pour modèle ironiquement la déclaration des droits de l'homme qu'elle pastiche en quelque sorte, et elle affirme, article 1er, que la femme naît et demeure égale à l'homme en droit. Elle considère que les femmes sont capables d'assumer toutes les tâches confiées aux hommes. Elle demande qu'elles soient associées à tous les débats et à tout, et surtout, elle affirme l'égalité des droits civils, politiques des deux sexes. Surtout, elle est contre le mariage, elle est pour le divorce, bien sûr. Pour elle, les hommes tiennent leur domination sur les femmes que d'un consentement des femmes à leur domination. Elle affirme, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est de votre pouvoir, vous les femmes, de vous affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Et enfin, elle est pour cette fameuse libération sexuelle, dont effectivement le divorce. Le divorce est fondamental, c'est en quelque sorte sa plus grande victoire sur le plan politique. C'est là qu'elle pèse véritablement sur l'histoire de France, puisque le divorce est reconnu par la Convention le 20 septembre 1792. Enfin, elle réclame les mêmes droits pour les enfants légitimes ou non. C'est à elle finalement qu'on doit le divorce pendant la Révolution. Voilà. Après, ça s'est corsé avec Napoléon, si je puis dire. Jeu de mots que vous apprécierez, Dimitri Casali. C'est Louis XVIII, c'est en 1816. Maintenant, je vais le défendre pour une fois, même si effectivement il a fait beaucoup. Il était très misogyne, ça c'est une vérité première. Et donc Olympe de Gouges s'engage dans la politique, et carrément elle défend le roi Louis XVI pendant son procès, puisqu'elle le juge fautif en tant que roi, mais non en tant qu'homme, et pire encore, elle va attaquer frontalement Robespierre. Alors ça, elle l'accuse de vouloir instaurer la dictature, et elle placarde. Mais à mon avis, Olympe, excusez-moi, je vous coupe, mais Olympe de Gouges et Robespierre, ça peut pas aller ensemble, parce qu'il y en a un qui est complètement coincé du cul, et l'autre qui est peut-être travailleuse du sexe. Alors je vois pas très bien comment ils peuvent s'entendre. Eh ben, c'est exactement ça, puisqu'elle est arrêtée le 20 juillet 1793, inculpée par le tribunal révolutionnaire et condamnée à mort le lendemain. Coquette, quand on lui coupe les cheveux avant de monter à l'échafaud, elle se regarde dans un miroir et elle dit « Dieu merci, mon visage n'est pas trop pâle, il ne me fera pas de mauvais tours aujourd'hui ». Et lorsqu'elle monte à l'échafaud, place de la Concorde, elle crie à la foule, enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Donc vous voyez, c'est quand même une sacrée bonne femme. Alors la question, était-elle réellement une prostituée? Eh bien, figurez-vous que quand même, il y a de nombreux témoignages qui l'affirment. Non seulement elle a multiplié les amants, mais aussi c'est une grande jouisseuse. Elle veut jouir de la vie sans entrave. Elle n'a jamais voulu se remarier. Mais la notion de prostituée au XVIIIe siècle est complexe. Je vous ai dit qu'elle était près du Palais Royal. Et effectivement, le Palais Royal, c'est le paradis pour elle, parce que c'est le lieu de la vie nocturne parisienne, le lieu du divertissement, de la bonne société, mais c'est aussi un centre d'agitation politique. Il y a à la fois le lieu des prostituées et la politique, c'est-à-dire à la fois le sexe et la politique, c'est la tribune rêvée pour Olympe, parce que dans les fameuses arcades du Palais Royal, bien on bulle une foule de prostituées en robe de mousseline transparente, et 800 filles. Oui, mais finalement, Dimitri Casali, elle était peut-être un peu les deux, c'est-à-dire libertaire et en même temps prostituée pour arrondir parce que pour une femme, de toute façon, pour avoir des revenus, à part se vendre ou se marier, il n'y avait pas tellement de possibilités à l'époque.
C'est exactement ça. C'est les témoignages dont je vous parlais. Et pour eux, pour Rétif de la Bretonne, par exemple, qu'il inscrit carrément dans sa liste des prostituées de Paris, il est évident qu'Olympe de Gouges vivait de l'argent qu'elle recevait pour ses relations avec les hommes. Un témoin raconte qu'elle était tellement belle qu'elle n'était elle était depuis longtemps connue à Paris pour les faveurs dont elle comblait ses concitoyens. Mais en fait, et puis c'est dans ce milieu du palais royal, c'est intéressant parce que il y a à la fois ces catins de luxe, hein, c'est le palais royal, c'est quand même un endroit fréquenté par l'élite. Alors il y a à la fois ces prostituées de luxe qu'on appelle les raccrocheuses, qui travaillent en garni, les boucaneuses, elles négocient leur charme à des tarifs élevés, hein, jusqu'à 3 livres la passe. 3 livres, c'est quand même, enfin à l'époque, ça fait 45 euros. Enfin 45 euros de l'époque, c'est énorme. Auquel il faut ajouter les hirondelles qui ne résident pas au Palais Royal, mais qui viennent à la recherche du client le soir venu. Bon, à l'autre bout de l'échelle, il y a les pierreuses, qui sont des prostituées du dernier rayon, qui racolent dans les terrains vagues. Et voilà. Mais entre les raccrocheuses et les pierreuses et les courtisanes de luxe comme Olympe de Gouges, il y a vraiment une énorme distance et c'est pour ça que c'est complexe de la qualifier de prostituée. Ces femmes qui fréquentent la très haute société ne sont pas considérées du tout comme de la même manière que les prostituées de base. Hein, nos escortes d'aujourd'hui. Hein. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de Mac. A priori, je pense qu'Olympe de Gouges, même si elle a su gagner sa vie, et elle a eu bien raison, parce que comme le dit Brigitte, elle n'avait pas vraiment le choix. Si elle refusait le mariage, il fallait bien qu'elle trouve un moyen de trouver de l'argent. Je pense que c'était pas pour leur verser un mag. Je pense qu'effectivement, elle était autonome. Elle était un petit peu la racine de ce qu'on va voir à la fin du 19e siècle, qui sont les courtisanes. Les courtisanes du Second Empire, les fameuses... un mouvement extraordinaire de féminisme aussi, hein, parce que elles ont pris des positions, et c'est pas parce qu'elles donnaient leur corps qu'elles n'avaient pas justement toute une influence. Donc c'est vraiment intéressant. Olympe de Gouges a vraiment été initiatrice d'énormément de choses. Ah, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, Philippe Arlin, et je vais vraiment le souligner parce que il y a toujours, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ces deux courants de femmes féministes, à la fois celles qui sont féministes par leur corps, et puis celles qui sont féministes par leur pensée, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est ces deux courants qui ont du mal à se compléter, à s'entendre, alors que pourtant, ces deux courants qui font quoi? Qui permettent aux femmes d'être libres comme elles ont envie de l'être, quoi. Exactement, et effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on va appeler ça les féministes pro-sexe, c'est-à-dire celles qui considèrent, qui sont capables de considérer que les courtisanes s'inscrivent dans un mouvement féministe, et pour d'autres, c'est extrêmement choquant de considérer que les courtisanes, qui donc du coup étaient indirectement les esclaves des hommes parce que elles devaient se prostituer, ne pouvaient pas être vécues comme féministes. Et vous avez raison de le souligner. Je pense que c'est juste une manière de voir, et encore une fois de condamner le sexe inutilement en faisant la propriété des hommes, et donc une femme qui s'adonnerait au sexe serait de nouveau complice des hommes et ne pourrait pas être féministe. C'est exactement ça, puisque Robespierre l'a fait guillotiner pour ses activités politiques, certes, hein, elle est girondine, donc ennemie des montagnards, mais surtout, quand il la condamne, il déclare à la tribune qu'elle avait oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Exactement. Voilà, c'est intéressant parce que on peut souligner aujourd'hui que beaucoup de féministes qui veulent criminaliser les clients des prostituées et parlent des travailleuses du sexe comme des victimes, eh ben, il est intéressant de savoir qu'à l'origine de ce mouvement du féminisme, il y a cette fameuse Olympe de Gouges qui était à la frontière entre les courtisanes de luxe et les prostituées, et il y a plus de 200 ans. Donc c'est vraiment passionnant l'histoire, et donc c'est une grande personne de l'histoire de France. Et figurez-vous qu'en 2014, elle a failli entrer au Panthéon. Elle a manqué de peu son entrée au Panthéon, puisqu'il y avait déjà donc Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Mais je pense que vous verrez, dans la prochaine fois, elle est bonne, et c'est elle qui va rentrer dans la prochaine fournée pour le Panthéon. Olympe de Gouges rentrera. Voilà. Est-ce qu'il existe un livre vraiment intéressant sur son histoire, Dimitri Casali?
Oui, absolument. Elle a été redécouverte par les universitaires là depuis une dizaine d'années. Et il y a ce Nicolas Leblanc, qui est un grand universitaire et qui a beaucoup fait pour la défense d'Olympe de Gouges. Mais il est à remarquer qu'il est extrêmement attaqué par toute la frange extrême gauche du féminisme, pour qui il a écrit n'importe quoi. Ça devient, mais vraiment, le politiquement correct aujourd'hui, c'est insupportable. Ouais. C'est drôle. Mais c'est pas trop chiant parce que vous me dites que c'est un universitaire. Non, il écrit très très bien, très très bien. Bon, ben je vais m'empresser de lire ça prochainement. Merci en tout cas Dimitri Casali de nous avoir fait découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas, cette fameuse Olympe de Gouges. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir à quel point malgré tout, eh bien, la compréhension du féminin reste complexe. D'abord pour les femmes entre elles. C'est ça que je trouve toujours très intéressant. Merci Brigitte. Au revoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre Napoléon sur le divan. C'est aux éditions Flammarion et vous êtes également le compositeur de cet opéra rock sur Napoléon. Voilà. Mais bon, vous avez en tout cas beaucoup d'autres cordes à votre arc. Il n'y a pas que Napoléon. On s'en est rendu compte au fil de ces semaines. Merci beaucoup Dimitri.